Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein? Qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends on complete and total compliance. Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous accueillir pour ce 25e épisode de Cinécast, un peu anniversaire quand même, 25. Ah putain, c'est notre anniversaire. 25, ouais. D'accord. Qui l'eût cru? On en fait des anniversaires, on a fêté le 1 an il y a 2 mois. Ouais. Ah, en compagnie de Steph et Aurel, salut les gars. Salut. Salut les beaufs. Et toi tu peux plus... Non, ça y est, c'est mort. C'est mort. Allez. Encore, on n'a même pas encore entamé l'été de tous les dangers. Je pense de toute façon qu'on ne tiendra pas le rythme de l'année dernière. Si, parce que moi je pars en vacances encore plus tard, donc il va falloir m'occuper cet été. Et moi quand je reviens plus tôt, Bah ouais, il faudra On va voir aussi... un mois d'août. Moi je suis au mois de juillet, donc, et une partie du mois d'août. Donc peut-être on va enregistrer des trucs alors. Bah oui, quand même. Alors, avant qu'on parle du film de ce soir, rituel maintenant bien installé, est-ce que vous avez des petites choses qui ont attiré votre attention depuis le dernier épisode sur Ready Player One, l'épisode maudit? Allez, commence. Non, vas-y, non, mais vas-y. non, t'as une grosse liste de courses, donc... Non, moi je ferai pas tout, je ferai pas Ah tout. non, ouais, bah allez. non. vas-y. Ah oui, putain la vache. Ouais, non, Attends, on va pas tout faire. non. Allez, Non, moi Alors, on s'installe Alors, confortablement et on alors, je attend, sais pas si vous allez le voir, moi j'ai vu Annihilation sur Netflix. Alors, on va peut-être le voir et ensuite en reparler. Et alors, c'est censé dire quoi? Que je peux pas en parler? Ouais, C'est tu peux pas. Oh bah si je peux. Ouais, si je peux. Bon, bah, donc moi décide-toi. j'ai vu Annihilation d'Alex Garland. Alors c'est un film que j'attendais beaucoup parce qu'Alex Garland, et j'avais vu son précédent Rolex Garland. Alex Garland qui avait fait Ex Machina. Pardon, Ex Machina, son précédent film que j'avais trouvé Et topissime. Judge Dredd. Alors, Parce en que off, maintenant c'est officiel. Oui, officieusement. officiellement. alors c'est Voilà. pas Judge Dredd, c'est Dredd tout court. Ouais, mais quand même. Que toi t'as vu, Aurel? Ouais. Ah ouais, moi aussi. Ah, j'ai pas vu. Ah, il est terrible. Bon, on l'a Il est vu chez terrible. Steph. On l'a vu ensemble. Ah ouais, Oui, vous faites des génial. trucs qu'entre vous. Non, c'était bien avant toi. Non, c'était avant, D'accord. C'était avant le podcast, c'était avant le... avant que tu nous paraisses intéressant. Ouais, Voilà. c'est ça. C'était avant que Et suffisamment digne d'intérêt pour qu'on puisse éventuellement échanger des fluides. Donc Annihilation, oula, Donc oui, alors parlons de fluide justement. Alors Annihilation. Je sais pas si je pitch. Non. Je pitch pas. Oh, vous faites chier. Mais non, parce qu'on... Mais c'est votre problème, les gars. Vous suivez l'actualité. un petit Moi je peu. connais le pitch. Mais moi aussi, mais j'ai pas envie de savoir. Eh ben c'est un film moi qui m'a In a scotché. world. C'est un film qui m'a vraiment scotché. Alors j'ai vu la critique qui était plutôt soit plutôt très très bonne, soit plutôt Tiédasse, ouais plutôt tiédasse. Et moi Mais j'ai jamais vraiment fondamentalement négatif. non. Et j'ai vraiment adoré ce film, avec un final dont je spoile pas, qui est totalement perché, je trouve, mais qui donne un vrai plus au film, à une direction artistique qui est très particulière. Vous avez vu les images, Ouais. ces couleurs hyper flashy. Ah là par contre ça t'agresse pas l'œil. Non, moi ça me va. Quand c'est du bon cinéma, jamais. T'as la perche quoi. Ouais. Non. C'est clair que. Mais Besson, toi, il a pas. Parce que c'est ça que tu voulais Parce que dire. c'est ok. ça qu'il voulait dire. Mais bien sûr que c'est ça qu'il Oh voulait non. dire. Mais si. Mais à la différence de Besson, je pense qu'Alex Garland n'est pas un beauf. Et donc je pense que c'est ça la vraie différence. Lui, il fait rien dans les hôtels. Non. Ah, bravo. allez. Donc voilà, moi c'est un film que j'ai adoré avec des vrais moments Breaking d'angoisse. Avec des vrais moments d'angoisse, des scènes qui sont assez stupéfiantes et qui restent dans la tête et dans la rétine. D'accord. Moi j'ai adoré quoi, vraiment un film. C'est gore ou pas? Il y a il y a 2-3 moments qui m'ont vraiment qui sont un petit peu gore et qui Ok. m'ont fait penser au Qui avait un rapport avec ta femme. c'est à ça. Event Horizon. Ah Tu vois, dans Ouais, bon, bah, c'est mort. dans l'ambiance que ça peut avoir, Bon, ça va je rejoindre, trouve qu'on est super proche d'Event Horizon liste des trucs, d'Anderson. Donc ouais, c'est aussi pour ça que j'ai aimé ce film.
pour cette ambiance-là. Autre chose. Non, après, je peux vous dire que j'ai vu Kingsman 2, je sais que vous en avez parlé. Et c'est marrant parce que j'ai vu les deux, j'ai revu le premier, et puis je me suis maté le deuxième dans la foulée. Et ça fait mal, la différence entre les deux. Et vraiment, c'est assez hallucinant d'avoir. D'être passé autant à côté du film. Du coup, tu l'as acheté, tu l'as vu? Non, je l'ai vu en VOD. D'accord. T'as pas vu les bonus, du coup? Pas du tout. Ok. Parce que moi, je suis persuadé qu'il a dû se passer un truc avec ce film. En cours de route. C'est-à-dire que c'est le décalque du premier, en fait. Ah non, il est vraiment moins bon. Pourquoi est-ce qu'on révèle pourquoi est-ce que dans la bande-annonce du film on révèle qu'Harry est toujours vivant? Enfin. Moi, j'ai pas vu les bandes-annonces, tu vois, j'ai même pas fait. Mais du coup, avoir les deux, l'un après l'autre, tu vois que le premier est quand même génialissime. Il disparaît un peu. C'est lui qui était déjà mort dans G.I. Joe. Ouais, G.I. Joe 2, qui a tué des. Mais après, tu vois, le Jeff Bridges qui est totalement sous-employé. Mais non, c'est un très mauvais. C'est un film chiant, un film de feignant, en fait. Parce que c'est pas un film chiant. Il nous offre. Si, t'as la scène d'ouverture qui est pas mal, dans le taxi, là. Ouais. Mais c'est ça. Après, en fait, non. Il se passe rien. L'attaque sur l'île. Ce que tu as déjà vu. Donc c'est aussi ça qui est très chiant. Oui, mais au moins bien fait. Et puis la mort la plus con du monde, quoi. Le mec, il pose du pied sur une mine. Enfin, le personnage est tellement cool dans le premier. Moi je reste Julianne Moore qui est vraiment pas, qui passe à côté, quoi. Qui est vraiment... Elle fait ce qu'elle peut, le personnage en lui-même, mais il y a un défaut d'écriture. Vraiment pas chouette, quoi. Et puis d'intérêt, quoi. En effet, on voulait essayer de singer ce qui a déjà été fait. En fait, il y arrive pas du tout. Et le premier est vraiment top, il a un super rythme, il est drôle, il peut être iconoclaste à certains moments. Est-ce que le deuxième n'est pas du tout à aucun moment, toi, il est vraiment sur des sur un ou alors une signature sur un pour fil, le contrat de film, pas envie d'y retourner, donc on boucle un truc. Je sais pas, mais en tout cas, le mec de Netflix qui cartonne avec. Contraint de faire la deuxième Escobar, parce que c'était pas prévu, donc le film est créé à l'arrache. Et puis le chèque est tellement chouette que tu peux dire que oui à refaire le 2, sauf qu'en fait t'en as pas forcément envie. Qui a plutôt bien marché, je pense, ça, quoi. Malgré tout. Parce qu'il était attendu. Je veux dire, il y a énormément de gens. Vu le carton Kingsman le premier, il y a beaucoup de gens qui attendaient de voir le 2. Enfin, du coup, ça fera pas une franchise. Non. Ouais, je sais pas. Non. Parce que le 3 la fin est ouverte, hein. Oui, non, mais bien sûr. Ouais, maintenant il n'y a plus envie. Enfin, moi je dis, il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose, si tu veux, dans l'histoire ou dans la bande-annonce qui te donne envie d'y retourner une troisième fois, quoi. Parce que très clairement, moi j'étais en plus. Le retour d'Elton John, peut-être. Ah oui. Oh putain. Alors, moi, par contre, j'ai trouvé ça très drôle. Oh, non. Mais tu sais pas ce qu'il fout là. Et le mec, il joue mal. Mais il joue mal. Mais ouais. Et il est affligeant, quoi. C'est à peu près le seul moment après la séquence d'ouverture où je me suis relevé de mon siège en disant oh putain. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, allez, à vous, les gars. Ah oui, c'est les seuls trucs que tu nous sors de ta liste. Oh non, mais autrement, j'en ai plein. Non, mais on va pas y passer des heures, on a autre chose à faire. Ouais. Moi, j'ai un film à aller voir et puis il faut que j'aille me coucher après, lapin. Voilà. Deux trucs, moi, du coup, dans ma liste que j'ai sélectionné. Un vieux film, parce que c'est sympa des fois de revoir des vieux trucs que vous connaissez, qu'on connaît pas. Je suis tombé dessus, ça s'appelle Le Limier, c'est de Mankiewicz. Ah, je l'ai enregistré. 1972, avec Michael Caine et Sir Laurence Olivier. Et au début, je suis tombé dessus un peu par hasard au tout départ, et en fait, je suis resté captivé. Oui, alors, mais il était repassé avant sur OCS, ou je crois, ouais, sur OCS. Et en fait, ce film-là, je me suis fait ça un fin de dimanche après-midi, c'était top. C'est bluffant, c'est un huis clos en fait entre Laurence Olivier et Michael Caine. L'histoire, c'est Laurence Olivier qui est un vieil acteur très connu, etc., qui a une passion pour les automates et des choses comme ça, et puis pour les farces et des choses comme ça. C'est que en fait sa femme le trompe avec un belâtre qui est Michael Caine en 72, qui est au top. Au top, j'imagine. Et il décide en fait de le convoquer pour lui jouer en fait un sale tour, vraiment lui faire une sale blague en fait, pas drôle, juste pour le faire flipper et se venger en fait du fait que qu'il se farcit sa nana. Et en fait ça va mal tourner. Puisque l'autre va chercher aussi à se venger, et en fait ça va être l'engrenage entre les deux. Crescendo, jusqu'où on peut aller dans le jeu de dupe et dans la vengeance en fait, très clairement. Quand tu touches à des choses un peu touchy, et tout étant un décor que je trouve absolument incroyable à l'intérieur
d'un vieux manoir anglais tel que tu peux l'imaginer, donc avec des petites fenêtres, tu sais, très bas de plafond, du bois surchargé, etc. C'est absolument top. C'est très bien écrit, puisque, encore une fois, il n'y a que 2 pendant tout le film. Et du coup, c'est une unité de lieu et de temps. Ouais. C'est sur d'accord. Ouais, non, c'est assez bluffant. Et c'est vraiment, vraiment génial. Donc, c'est à voir. Effectivement, il est passé sur Arte, j'ai dimanche soir. Il y a pas mal de choses sur les trucs sur les Arte, Cannes. c'est toujours à l'épisode de Cannes ressort plein de films. Donc moi, via Molotov, je bookmark à fond plein de trucs. Et effectivement, Le Limier, je l'ai vu passer. Ah, regardez-le, sans problème, regardez-le. Et puis l'autre truc que j'ai vu, c'est aussi intéressant parce que c'est Super de James Gunn. J'ai pas son encore film vu, de super-héros en fait qu'il a fait. Je crois que c'est son premier, alors pas son premier vrai film, mais son premier film un peu de studio, alors qui est hyper intéressant parce que tu peux le comparer. Je pense qu'ils ont été faits en plus à la même époque. Avec Grave. Non. Avec Kick-Ass. Ah. Il me semble qu'ils sont quasiment contemporains les deux, et c'est marrant parce que finalement c'est le même sujet, à savoir des gens qui n'ont pas de super pouvoir qui décident de devenir des super héros, mais le traitement en fait est radicalement différent. Il y en avait un autre avec les mecs de Rogen et compagnie. De quoi tu parles? De super-héros? Un film de super-héros, ouais. Je sais pas, en tout cas c'est pas celui de... En tout cas il se rapproche beaucoup plus d'un Kick-Ass de Matthew Vaughn, parce que encore une fois c'est la même base, donc des gens qui n'ont pas de super pouvoir qui décident de devenir des super héros. Super, c'est 2010. Ouais. Et du coup, à peu près ça en effet. Et du coup c'est marrant de voir la différence. Parce que dans Matthew Vaughn, ça s'appuie sur un comics, et je crois que je me demande si Super s'appuie pas sur un comics non plus. Mais t'as un côté un peu pulp, un peu pop aussi avec la prestation, tu vois, mais t'es toujours quand même du côté de l'humour. Et par contre, le film de Matthew Vaughn, c'est très compliqué parce que tu ne peux pas t'identifier au mec. C'est super pas possible. Grave. C'est pas un film de super-héros super grave. Tu peux pas t'identifier 40 en fait. ans toujours plus haut non plus. Mais c'est bizarre. Mon slip pour les jaquettes. Je vois. Alors peut-être que je confonds effectivement avec Kick-Ass, mais je vois. Bref, j'ai pas retrouvé. Je vois une scène où ils décident vraiment dans un bar de devenir super-héros. Ils ont pas de super-pouvoir, mais j'ai pas le. Bref, je dois confondre avec. Ça se regagne à part. C'est Green Lantern qui l'a fait? Oui. Green Arrow. Green Hornet. Green Hornet, ah oui, Green Hornet. Putain, de Michel Gondry. Donc, pour revenir à ça, tu ne peux pas t'identifier au mec parce que il est très particulier. Déjà, physiquement, il est particulier. Pour ceux qui le connaissent, c'est celui qui faisait dans The Office américain, Dwight Schrute, qui était en fait la saloperie qui était en fait une espèce de nazi, une espèce de connard, vraiment le type que tout le monde déteste dans la boîte et qui le jouait avec vraiment beaucoup d'entrain, et qui a une gueule particulière. Il est wow. Et la raison pourquoi il décide de devenir super-héros et la façon dont il devient super-héros, c'est-à-dire qu'en fait le type n'a aucun sens de la mesure quand il intervient, donc il déroule les gens à coups de clamonette par exemple. Donc si tu veux, le rapport à la violence, etc., à la justice, tout ça, ça interroge vachement. T'es plus en fait, si tu veux, circonspect devant ce qu'il fait que emballé, au contraire de Kick-Ass, si tu veux, où la violence est toujours esthétisée, tu vois, même si c'est très violent, Kick-Ass, la scène d'entrée de comment elle s'appelle, la nana de Chloé Moretz. Ouais, de Chloé Moretz. Elle est juste, voilà, tu dis oh putain la vache. Ouais, j'avais été emmené ma femme. Voilà. Et du coup là c'est pareil, et c'est encore plus attachant. En fait, c'est encore plus bizarre dans la fin, puisque en gros ça va. Il y a un rappel, si tu veux, un peu à l'ordre, à la réalité de ces héros, parce qu'en fait, il va recruter un sidekick un peu contre sa volonté, qui est Ellen Page, tu sais, la petite nana de Juno, qui est extraordinaire. En espèce de petite nana qui va absolument être son sidekick, alors que lui veut pas. Enfin, ça va être. Et il y a des moments où ça va être très bizarre. Bref, tout ça pour dire qu'à la fin, c'est vraiment à voir. Kevin Bacon est le méchant, c'est cool. À voir, parce que c'est un traitement dans lequel on n'est pas habitué en fait. C'est pas très glorieux. À la fin, tu te demandes si c'est pas les aventures d'un taré en fait plutôt que d'un super héros. Pas glamour quoi.
Non, et je trouve que le point de vue est super intéressant en fait. Super intéressant, puis tu retrouves les habitudes de James Gunn, notamment si tu as vu Les Gardiens, Michael Rooker qui est dedans, c'est celui qui fait, tu sais, le chef des Avengers. Celui qui siffle là, voilà, qui est hyper cool, donc tu retrouves tout ça. Nathan Fillion. Ouais, exactement. Je vais le lire sur la page Wikipédia, le Vengeur sacré, c'est-à-dire que moi c'est vendu. Ouais, non, mais du coup c'est vraiment étonnant et c'est un bon James Gunn, contrairement aux Gardiens de la Galaxie 2 en fait. Voilà. Mais il y avait son film Horribilis qui était terrible. Hein. Ouais, j'ai pas vu. C'était vraiment chouette. Moi, c'est comme ça que j'ai connu James Gunn. Après, j'ai pas du tout suivi ce qu'il a fait, si ce n'est avec les Gardiens de la Galaxie, mais je trouve que c'est pas très emballant. Super. Écoute, ça vaut le coup d'œil. Bon, toi, t'as fait quoi ? Moi, j'ai vu Perdu dans l'espace. La série. Qui reboot l'ancienne série qu'on n'a pas trop connue et qui a l'air chiante comme la pluie. C'est une vieille série maintenant qui a été rebootée à plusieurs l'historique de la série était super intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des annulations, il y a des reprises, des pétitions pour que ça reprenne, il y a eu surtout le chaîne qui la reprend, qui la reboot, et surtout le film avec Matt LeBlanc et Gary Oldman. Alors là c'est un peu compliqué en fait, parce que tout est bof en fait. La réalisation on sent qu'il y a du budget parce qu'il y a des choses qui sont tournées en décor naturel, il y a des panoramas. En fait, l'histoire très rapidement, la Terre s'est foutue, on envoie des colons dans l'espace, donc effectivement ça c'est pas très original, dans un espèce de gros vaisseau cargo avec des familles, dont la famille Robinson, qui est la fameuse famille de Perdu dans l'espace. Pour une raison X ou Y, c'est la merde, le vaisseau est endommagé et ils s'écrasent avec leur vaisseau bon à tout faire sur une planète dont ils vont devoir repartir assez rapidement parce que c'est la merde. Donc effectivement sur cette planète là il y a des beaux panoramas, les costumes sont plutôt pas mal, ça ressemble un peu à Perdu dans Seul sur Mars ou The Martians de Ridley Scott. Donc voilà, le design est pas fou, mais ça fait le job. Et en fait, tout est à peu près comme ça. Sur la planète, il y a des monstres, il y en a pas beaucoup. Ils sont bof. La péripétie, les péripéties fonctionnent à peu près toujours de la même manière. C'est on place plusieurs personnages dans des situations merdiques. Et un peu comme MacGyver, il va falloir qu'ils s'en sortent de manière un peu extravagante. Et puis le deuxième épisode, ça fonctionne comme ça. Alors sur les deux premiers, ça tient plutôt pas mal. Mais après, ça se souffle. Et surtout, ça oblige les scénaristes à créer des situations encore plus, où en fait à la fin tu te dis oui, il leur arrivera rien, donc tu regardes ça d'un œil un peu distant, y compris sur les derniers épisodes où là ça devient what the fuck et t'as le personnage qui survit à un truc pas possible quoi. Donc c'est plutôt moyen, même si le casting est pas mal, notamment sur les trois enfants qui jouent vachement bien et dont on a l'impression qu'ils se prennent vraiment au jeu. Les adultes, c'est un peu plus compliqué. T'as pas d'apparition de Matt LeBlanc ? Non. Le robot même, qui est le... Il y a de la gueule, hein. Bof, je sais pas. Moi je crois dans les bandes annonces qu'il y avait l'usage qu'en est fait est quand même autre chose. Et pas ouf, et le design donc c'est une série qui est un peu moyenne, qui accroche son spectateur pour la saison 2 parce que le cliffhanger de la fin de saison finalement raccroche les wagons avec la série telle qu'on la connaît, donc pourquoi pas. Là où par contre moi je suis très 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 inquiet, c'est que les deux premiers épisodes sont réalisés par Neil Marshall, qui a priori terminé là à peu près maintenant un film qui n'existe pas mais qui sort quand même au mois de janvier, à savoir Hellboy, le reboot. Et très honnêtement, et j'espère que Neil Marshall, il a réalisé les deux premiers épisodes et supervisé Perdu dans l'espace un peu de loin pour vraiment se concentrer sur Hellboy, parce que sinon, c'est pas ouf. Hein. C'est-à-dire que ces deux premiers épisodes, en termes de réalisation, c'est quelconque. Il réussit même l'exploit
à ce que certains épisodes par la suite, réalisés donc par d'autres gars en fait qui délèguent, sont mieux faits en termes de réalisation, de prise d'image, de rythme, voire même d'essayer de tenter des choses en termes de mise en scène que le showrunner de la série. Pourquoi Neil Marshall, mis à part The Descent, le plan Marshall. Alors là, est-ce que c'était le coup pour essayer aux effets spéciaux, etc. Parce que là, pour le coup, les effets spéciaux, ça marche très bien. Hein. C'est-à-dire que tu sens derrière que Netflix met de l'argent, que t'as pas de défaut à ce titre-là. En fait, tout est relativement lisse. Ça sentait le moisi quand même dès le début. Enfin, rebooter une série qui à la base n'intéresse pas grand monde, si ce n'est des vieux geeks. La bande-annonce était plutôt dynamique et laissait entrevoir des choses plutôt intéressantes. Mais en définitive, les idées, elles sont un peu rabâchées, c'est pas très original. Le truc était forcément familial. Je veux dire, t'as des mômes, donc tu peux pas viser non plus, enfin me semble-t-il, tu vois, des épisodes qui tapent dedans, quoi. Forcément, t'as des péripéties qui sont familiales, qui peuvent plaire à tout le monde. Dans lequel t'as un truc, il faut te donner l'envie de suivre, donc c'est ce que tu nous dis. Donc t'as du. Et le pire, toi, en défaut d'originalité, c'est qu'on raconte l'histoire des personnages en flashback. Bon, c'est chiant. Ah merde. Lost. Mais sans l'effet dramatique où dans Lost, effectivement, assez rapidement, tu te rends compte que n'importe qui peut, enfin pas n'importe qui, mais presque n'importe qui peut passer à la trappe. Là, effectivement, tu te sens un peu pris sur la première, la nénette, et en fait ils atterrissent sur un truc de glace et il y a une nénette qui tombe dans la glace et qui se fait emprisonner. Et donc il y a 5-6 minutes dans lesquelles ils essayent de trouver des solutions et t'as une caméra qui est dans le casque et qui la filme vraiment prise dans la glace. Donc là, effectivement, tu stresses un petit peu, mais c'est le premier épisode, tu sais qu'ils vont y arriver. Et il y a les flashbacks qui arrivent assez rapidement. Il fait putain, mais non, ça on a vu ça dans Lost. Enfin, donc voilà. Donc moi, alors déjà que je comprenais pas cette histoire de reboot avec Hellboy, ça m'agace au plus haut point. Alors là. De le voir le truc confié à ce mec-là, ça me dépite en fait. Je comprends pas bien. Donc j'espère effectivement que dans la production de Hellboy, il y a du monde pour rattraper le coup, quoi. C'est bizarre parce que pour moi, Neil Marshall, il est terminé depuis super longtemps, quoi. Enfin, c'était Dog Soldier, son premier film, je sais pas si vous l'avez vu, qui fonctionnait bien, ce petit film de loup-garou avec des soldats britanniques. Pas du tout. Qui est une vraie petite série B qui fonctionnait, c'est ce qui lui a donné la possibilité après de partir sur The Descent, qui est un de mes films favoris, que je trouve qui fonctionne à fond, qui est hyper bien branlé, qui est vraiment top. Après, je me souviens du film là qui se passe avec des Romains. Il y avait Centurion, il y avait le film qui se passait avec l'Angleterre et l'Écosse qui étaient séparés par un mur là. Je me souviens plus comment il s'appelait. C'est Centurion. Non, c'est pas ça. Alors, qui se passe dans un futur, tu sais, où tu as toute une partie de l'Angleterre qui est contaminée. Oui. Enfin, c'est l'Écosse qui est contaminée, et du coup, tu m'avais des conseillé. infiltrations. Ah non, je t'ai pas conseillé. Non. Alors, je l'ai vu du coup. Et voilà, enfin, toi, Neil Marshall, et qu'on choisisse, enfin, qu'il parte sur le reboot d'Hellboy, donc ça veut dire adoubé par Mignola, a priori, j'imagine. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le mec, il arrive pas là par hasard. Hein. Alors, j'ai peut-être loupé des trucs dans sa carrière, ça, j'en joue absolument pas, mais je suis. Ensuite, j'ai vu Life, dont je voulais vous parler, qui était dispo sur ECS pendant un temps. Je crois plus qu'il l'est. Life, Origine Inconnue. Ah, oui, que j'ai vu. Ouais. Alors, j'avais parlé ici. À ne surtout pas comparer à Alien parce que c'est complètement débile de le faire, parce que ils cherchent pas du tout sur ce terrain-là. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Life. C'était pas mal. Hein. Alors pas forcément pour le design de la créature, et encore, c'était plutôt pas mal. Pour deux trucs que j'ai vraiment trouvé très sympas. Un sur le fond, l'autre sur la forme. Sur la forme, ça se passe dans l'ISS. Donc du coup, à la différence d'Alien, c'est un espace très contenu dans lequel il y a de la pesanteur. Donc tu vois, en termes de déplacement, Aurel, tout est coordonné dans la pesanteur. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est assez inédit. Ouais, et le deuxième truc, c'est lié à l'histoire. Grosso modo, ils doivent intercepter un cargo venant de Mars contenant une cellule qu'ils doivent étudier. Sachant qu'ils partent du principe que ça va probablement mal tourner, raison pour laquelle l'étude se fait sur l'ISS pour éviter une contamination sur Terre. Et donc, très très rapidement, il faut que je survive, Alien, etc., on passe à
il faut éviter la contamination, peu importe si on se fait becter au passage. Et donc en fait tout le film, grosso modo, chavire à peu près au bout de 5-10 minutes complètement de sujets. Ouais. Pour peu importe ce qui nous arrive, il faut qu'on évite que la bestiole qui grossit de plus en plus prenne commande ou trouve un moyen d'arriver sur Terre. Ce qui fait que leurs choix ne sont plus du tout dictés par leur propre sécurité, un petit peu quand même, parce que si au passage ils peuvent essayer de survivre, ce serait quand même bien, mais très rapidement par cette idée de nous sommes le dernier pare-feu. D'ailleurs, c'est prévu comme ça par la NASA. Il y a le pare-feu du labo, et le dernier pare-feu, c'est l'ISS elle-même. C'est vachement... Oui, mais tu peux pas dire que c'est débile de comparer ça à Alien. Je veux dire, t'as certaines péripéties qui sont malgré tout... oui, à un moment donné, t'es poursuivi par la bestiole dans des coursives. Ouais, mais dans la pesanteur, tu vois. Oui, mais malgré tout, tu restes. Enfin, moi, je trouvais que la comparaison était un peu facile pour descendre le film. Pour descendre le film. Ouais. Oui. Il est original de par la créature qui du coup est pas une créature je dirais extraterrestre qui a envie de niaquer pour niaquer, quoi. Enfin tu vois, il y a un instinct de survie de la bestiole, hein. Donc et mention spéciale à Jack Gyllenhaal que j'ai trouvé vachement bien dans le film. Et puis ensuite, je vais pas m'étendre longtemps parce qu'on pourra en faire tout un podcast. J'arrive à la fin de The Leftovers. Donc série de Tom Peralta et de Damon Lindelof. Il m'a manqué un épisode, le dernier épisode. Alors si vous regardez sur internet, tout le monde parle de The Leftovers, tout le monde a des théories plus ou moins avérées, fumeuses sur la série. Moi le seul conseil que je peux donner, c'est de véritablement y jeter un œil et d'aller peut-être au-delà des premiers épisodes qui peuvent être un petit peu confus. C'est un peu la marque de fabrique de Lindelof, un peu dans l'os justement, de perdre un peu son spectateur par des digressions où on voit pas trop où ça veut amener. Mais au-delà de ça, je pense que c'est ma meilleure série de tous les temps. Tellement c'est complètement fou. Alors si vous êtes dépressif, il ne faut pas regarder The Leftovers parce que c'est quand même très glauque. Le pitch très rapidement, du jour au lendemain 2% de la population disparaissent et en fait toute la série s'intéresse à un microcosme de quelques personnages pour voir comment est-ce qu'ils survivent à l'absence subie, imprévu, inexplicable, y compris dans pourquoi et surtout qui. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, à un moment donné, il y a des chercheurs qui essayent de trouver s'il y a des raisons, des points communs, etc. Il n'y en a absolument pas. Et donc tout est... voilà, c'est du jour au lendemain. Il y a notamment un des personnages féminins qui est très fort et très important dans la série qui voit son mari et ses 2 enfants disparaître. Et voilà. Et comment est-ce que ces personnages-là, en dehors, alors c'est pas une série au-delà du pitch qui a vocation à être fantastique, mais c'est une série qui a question à interroger le rapport à la religion, parce que forcément c'est une des tendances qui va se développer, ou en tout cas qui va être questionnée, des rapports aussi à tout le mouvement sectaire. C'est l'objet d'ailleurs principalement du bouquin. Et la recherche en fait d'éléments de sauvetage, y compris dans la religion, dans la secte, voire dans des personnages un peu messianiques. Enfin voilà, c'est tout ça et s'entremêle avec sur le coup un peu calqué sur Lost, des allers-retours dans le temps, des césures, des coupures, des hyperboles. Enfin c'est hyper bien réalisé, c'est hyper prenant quand on rentre vraiment dedans, avec du coup là un dénouement sur la fin qui est mais complètement barjo. Moi j'ai jamais vu ça, mais effectivement c'est relativement glauque. C'est des passages qui sont hyper prenants, qui sont hyper lourds parce que ils font des choix. On découvre même sur des personnages secondaires leur vie au moment où les choses ont disparu. C'est vraiment la marque de fabrique des allers-retours. Notamment par exemple dans le dernier épisode, on retrouve un personnage qu'on a vu très brièvement dans la séquence d'ouverture, qui ressemble d'ailleurs à la fin d'Avengers pour ceux qui ont vu la scène post-générique, où il y a une
dame dont son enfant disparaît. On la retrouve au l'avant-dernier épisode qui explique en fait son histoire. Enfin voilà, c'est vraiment très particulier. C'est pas à conseiller à tout le monde, mais c'est une des séries, je trouve, les plus intelligentes et les mieux écrites depuis. Donc voilà, c'est 3 saisons. C'est terminé, il n'y a pas de suite. Et c'est littéralement passionnant. Aurel, qu'est-ce qu'on voit ce soir ? Ce soir, on va enfin voir un film qu'on aurait dû voir déjà une première fois il y a 15 ans. Et je pense qu'il a essayé de le faire même avant. Donc on va enfin voir L'homme qui toit Don Quichotte de Terry Gilliam. Voilà. Petit événement, quoi. Ouais, petit événement, c'est clair. Puisque si on prend les derniers événements... le producteur avec lequel Guillaume avait fini par s'embarquer a cherché en fait à le déposséder du film et à faire interdire sa présence à Cannes. Donc voilà, jusqu'au dernier moment, on savait pas si ce film, plus l'exploitation, plus tout. Donc on savait même pas si le film allait être, ne sais ce que pouvoir être projeté à Cannes en clôture, puisque c'était ce qui était prévu. Finalement, l'histoire et la belle histoire fait que les tribunaux ont donné entièrement raison à Guillaume et que du coup, non seulement le film a pu être projeté à Cannes, mais ensuite exploité en salle. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc voilà. Je sais pas si on reprend rapidement Terry Gilliam. On en parlera peut-être. Ouais, mais voilà, ex des Monty Python, qui a ensuite fait une carrière solo dans le cinéma, qui est jalonné de films très personnels, mais qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre, au moins 2. Brésil. Et puis peut-être, alors après c'est peut-être un peu plus compliqué, mais moi je dirais L'Armée des 12 singes, qui a quand même une solide réputation. Qui sont c'est peut-être ces deux films les plus reconnus et qui depuis un certain temps, en dehors du fait que ce projet-là est donc un projet maudit sur lequel on reviendra, est plutôt à la peine, puisque ces derniers films ne sont pas des succès, qui a très clairement une baisse de qualité, donc c'est compliqué pour Gilliam, mais en même temps c'est un monsieur qui a plus de 70 balais, donc bon. 77. Ouais. Qui a pas mal morflé effectivement sur ses projets, un peu comme Del Toro, c'est-à-dire il y a eu des annulations. On reviendra peut-être sur le passif de Don Quichotte, qui devait être initialement tourné avec Jean Rochefort et Johnny Depp. Il a d'ailleurs commencé à être tourné. Le film s'est arrêté parce que Rochefort a une hernie discale, il y a eu des problèmes météo, entre autres. Bah après, ce qu'il faut, c'est tout de suite conseiller Lost in La Mancha. Alors moi que j'ai pas vu. Parce qu'il y a un documentaire qui est et effectivement depuis, il a beaucoup galéré pour monter le film. Il s'est allié un peu contre l'avis général à Branco. Avec Adam Driver et puis un autre personnage un autre acteur pour jouer. Ça l'a pas fait sur le tournage puisque Branco voulait reprendre le truc, et en définitive il arrive avec un casting de Jonathan Pryce et toujours John Hurt, c'est John Hurt qui était pressenti. Ouais. Enfin, qui était même pas pressenti, qui devait faire. Les deux étant Jean Rochefort et John Hurt étant aujourd'hui malheureusement décédés. Et puis pour reprendre. Regarde-moi. Pour reprendre. Petit ange parti trop tôt. Ce qui m'apparaît, moi, comme étant son dernier film, c'était l'Imaginarium du Docteur Parnassus. Non, c'est Zéro Théorème. Ouais, le dernier Guillaume. D'accord. En tout cas, sur l'Imaginarium, le décès d'Heath Ledger, qui. Oui. Ah, mais de toute façon, il est poissard jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Il fout le film en l'air, et pour sauver le truc, il se retrouve à devoir essayer de retrouver des collés avec Johnny Depp. Ouais, c'est ça, avec Johnny Depp, avec d'autres acteurs. Et puis d'autres acteurs. Et donc, pour un film que moi, je n'ai pas du tout compris. C'est-à-dire que j'ai vu ça et j'ai rien compris au film. Rien. C'est peut-être aussi une des marques de fabrique. Enfin, peut-être non, c'est bizarre de dire ça, mais moi, j'ai jamais tout compris dans les films de Gilliam, pour être tout à fait clair. Moi, L'Armée des 12 singes, il y a des moments où... Je l'ai pas revu, je l'ai vu qu'une fois. J'ai trouvé ça vachement bien, mais j'ai pas bien compris. Tu vois, Brésil, alors j'en parlerai tout à l'heure, mais en fait, je me suis aperçu que les films de Gilliam ont jalonné mon parcours. Tu vois, on nourrit mon désir de cinéma, en fait. Tu vois, Brésil, j'ai découvert assez tôt. Je vois assez tôt, et ce film, il m'hallucine, même si j'y comprends très clairement pas grand-chose.
je dirais que l'Armée des 12 singes plus, mais toi, Las Vegas Parano, des trucs comme c'est ça. aussi Guillaume, Las Vegas Parano. Oui. Ouais. Oui. Ah putain. Ou même les Monty Python, tu vois, c'est certains films il y a de les Monty l'absurde Python. dedans. T'as d'absurde, j'avais ça zappé, correspond à autre chose. Donc, en putain. plus, il est pas réalisateur de tous les films, Gilliam. Il est même pas réalisateur de beaucoup. Il fait par exemple, Le Sens de la vie, il doit faire un segment. Tu vois, il fait pas grand chose. Mais Munchausen, qui m'a même que j'avais adoré, l'auteur du Baron Munchausen. Donc, tu vois, moi, je m'aperçois que Gilliam, il a quand même plus du tout que Las Vegas. Bizarrement, il a vraiment tracé des jalons, mais il y a toujours beaucoup d'incompréhension. Je sais pas, est-ce que je les ai vus aussi à des moments où j'étais moins enclin ou moins la culture ou moins la maturité pour comprendre. Parce que Brésil, il y a très longtemps que je l'ai vu, ça fait au moins 15 pistes que j'ai pas vu. L'Armée des 12 singes, pareil. Ouais, pareil. Tu vois, peut-être que c'est des films qu'il faudrait revoir aussi, tu vois, pour appréhender peut-être différemment. Et Parnassus, moi, c'est le dernier Gilliam que j'ai vu, j'ai pas vu Zéro Théorème. Parnassus m'avait bien emballé, même si encore là j'étais à certains moments aussi qu'est-ce qu'il veut me dire là, c'est assez particulier, mais après j'aimais dans Parnassus la mise en image, le conte. On était dans un conte et tu rentres là-dedans, et j'adore cette façon dont Gilliam se sert du conte. Dans Munchausen, c'est la même chose. Donc moi j'adore de rentrer dans ces trucs là, et il me garde là-dessus. Donc voilà, on va voir si Don Quichotte je sais même pas trop ce que j'en attends, toi, dans Don Quichotte. Moi non plus. C'est très particulier, je trouve, ce film. Bah oui, parce que tu t'es partagé entre l'excitation de voir enfin ce qui est censé être ce qu'on te présente comme un peu son projet ultime, ouais. ce qu'il a taraudé depuis 25 ans, et puis le fait de se dire que très clairement, je veux dire, 25 ans après, est-ce que l'idée est toujours bonne, parce que ça a été réécrit et réécrit. J'ai publié si tu veux, sur depuis 20 ans, donc qu'est-ce qu'il en reste en fait de tout ça? Est-ce que du coup, à force de se casser la gueule, le film n'est pas complètement épluché? Est-ce que d'ailleurs c'est toujours le même film qu'on va voir que celui qu'il voulait faire il y a 20 quasiment. ans? Non, il y a eu beaucoup de... Non, quasiment en fait. J'ai publié sur le Twitter une photo de l'article d'un entretien qu'il a donné au Monde Cannes. Et en fait, il explique que quelques scènes ont été modifiées avec l'ajout d'un co-scénariste. Notamment une scène avec un bûcher, alors je sais pas, on verra bien, qui n'était pas tout à fait imaginé comme ça, mais a priori l'histoire a assez peu changé. Oui, c'est Tony Grisoni avec qui il écrit. C'est ça. L'histoire a assez peu changé des souvenirs que j'ai du truc. Le tournage s'est hyper bien passé. Il n'y a pas eu de problème particulier. Il a été, semble-t-il, sidéré par la performance d'Adam Driver, plus encore que celle de Jonathan Pryce, au point d'ailleurs que c'est devenu les deux meilleurs amis du monde, qui étaient inséparables à Cannes. Qui fait Driver et Gilliam. Ah ouais, il est limite tombé amoureux du mec en disant j'ai jamais vu un acteur aussi dingue, aussi bon que lui. Donc moi j'attends de voir la performance d'Adam Driver. Et en tout cas, on a la certitude d'avoir le film que Gilliam voulait de A à Z. Il n'y a pas eu de problème de tournage, il n'y a pas eu à part, il semble-t-il, un peu de chaleur, mais il n'y a pas eu de production compliquée, voilà. En tout cas, son discours, c'est de dire il n'y a pas eu de problème particulier, hormis les problèmes légaux de la sortie du film. Mais toi, comme disait Aurel, moi c'est vrai que je suis un petit peu dans cette même optique-là. C'est-à-dire que c'est un film qui, à un moment, quand on te l'annonce, il te parle. Toi, tu mets à la fois un univers avec un réalisateur et tu te dis mais putain, ça décolle. Rochefort, Johnny Depp. À un moment donné, c'est trippant. Il y avait Vanessa Paradis qui était aussi. Mais tu sais, c'est comme Tim Burton et Alice. À un moment donné, c'est une évidence. Et le truc, tu le fantasmes. Et donc là je fantasmais. Et puis après, avec toutes les déconvenues, là, j'en suis plus à me dire que je vais... que moi, je vais voir un projet maudit qui arrive à terme, et je suis content de voir ce projet là parce que après avoir vu Lost in La Mancha il y a quelques années, tu dis mais c'est vraiment dégueulasse quand même, c'est vraiment des pourris salauds de capitalistes, toi contre le gentil, contre l'artiste quoi qui se démène. Donc toi moi je suis là dedans pour l'instant, mais après le film en lui-même, je sais même pas exactement de quoi ça parle quoi, tu vois. Je sais même pas exactement où je vais. Alors on va voir. Mais c'est particulier. C'est une expérience, je pense que... Bon. Et il finit d'ailleurs son interview en disant je n'ai plus de montagne à gravir. Elle se termine de manière
très déprimante en fait le truc, c'est-à-dire que pendant 25 ans c'était ma montagne et là pour la première fois de ma vie je me retrouve sans objectif particulier et il finit par dire je vais emmener ma femme en vacances, qu'on n'a jamais fait depuis 25 ans et pour la première fois de ma vie je vais pouvoir me poser en me disant ça y est, j'ai... Ok, 77 piges, ça sent la retraite. C'est si le mec a plus l'envie. Ah non, il dit pas qu'il a plus envie, c'est que en fait c'est comme Non, toi, c'est quand même un mec qui gagne une médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire que dire voilà, j'ai accompli mon rêve le plus fou, ça y est, j'y suis, je l'ai fait et derrière je vais pouvoir me reposer. Alors effectivement derrière sachant qu'il a fait un AVC à Cannes 10 jours avant, ouais. On s'inquiète un petit peu, mais en tout cas le film est là et on va pouvoir en discuter juste après la Ok. Ah ben écoutez, à tout de suite. À tout de suite. Alors on se retrouve après les 2h12 de L'homme qui tua Don Quichotte. On les sent bien. Vu au 14A. Ça y est, tac, direct. Vu au 14A en VO. Sur une salle qui était clairsemée, on va dire ça comme ça. Alors, attends, on est à sa deuxième. Il est sorti samedi. 3 semaines d'exploitation. Oui, moi je pense 2 que. semaines. 2 semaines. C'est mi-mai de mémoire. Ouais, il est sorti le un samedi. 19 mai, après qu'il était projeté à Cannes. Bah voilà, on est quoi. Qui veut commencer? Ouais, vas-y, commence. Vu ta tête de coup. Moi j'ai beaucoup aimé, à la fois sur le fond et sur la forme. La forme parce que je trouve qu'il y a du cinéma dans L'homme qui tua Don Quichotte. C'est tourné en pellicule, c'est tourné en décor extérieur, en décor réel. Attends, c'est tout le temps tourné en pellicule? Je vais pas le croire. Ah bah si. Ah bah, tu sens les différences de focale, un peu de fisheye, un peu de... mais d'accord. Les très longues focales. Même la nuit, même les scènes de nuit? Ah bah, en tout cas, moi ce que j'ai... César, moi j'ai vraiment à certains moments, j'ai des... c'était pas beau quoi. Il y avait vraiment, t'avais ce grain numérique. Enfin moi j'ai l'impression d'un grain numérique mais voilà, moi j'ai pas un œil très averti en matière technique. Qui plus est, tu sais, avec des problèmes d'échelle. Ouais, c'est ça. Alors du coup. Du coup, c'est hyper gênant parce que t'as envie de te mettre de côté pour essayer de voir si ça rétablit le truc, tu vois. Tu te dis c'est moi, putain. Avec des plans débulés, enfin toi il ose en fait, c'est pas un cinéma conventionnel avec un beau cadre, très rectiligne, très cinémascope dans le désert espagnol. Non, c'est à l'image du bonhomme, c'est un peu foutraque. Effectivement, t'as des panneaux avec un aspect fisheye où du coup t'as un décor qui se déforme un petit peu pour rentrer dans le cadre. Enfin, moi, j'ai plutôt accroché à ce niveau-là. Sur l'histoire, peut-être, rapidement, c'est Adam Driver qui est réalisateur. Publicitaire. Oui, publicitaire, qui réalise un film. Alors, c'est un film de pub ou pas? Ouais, c'est un film de pub. Ouais. Sur la base de Don Quichotte. Je dirais plus réalisateur désabusé du coup. Ouais. Le mec qui revient. En fait, il a fait une première œuvre qui a été primée et puis il a choisi la facilité. Il est parti pour le pognon dans la pub. Donc, et donc, tu sens que le mec. Donc, il végète dans un milieu de requins, tous plus avides qu'autre chose. Et alors que le tournage patine, on lui balance pour lui essayer de lui redonner de l'inspiration, un film qu'il s'avère avoir lui-même réalisé, film d'étudiant en noir et blanc sur Don Quichotte, et allant au bout de cette logique-là, retrouve l'acteur qui jouait Don Quichotte à l'époque, incarné par Jonathan Pryce, qui n'a jamais en fait quitté le personnage de Don Quichotte, et partant de là, ils vont vivre et qui se vit Don Quichotte du coup une aventure où va se mêler réalité et délire auquel Adam Driver va plus ou moins, voire plus que moins d'ailleurs, participer. Et finalement, moi, cette imbrication de réalité et de fiction m'a plutôt bien accroché. Pour une fois, je me suis pas senti complètement perdu
à lever un sourcil en disant ok, bon bah cette scène-là je la comprends pas, on verra bien dans 5 minutes si ça continue ou pas. Je trouve que c'est assez logique, et effectivement derrière, ce sur lequel moi j'ai vraiment bien accroché, c'est pas forcément question de spoiler, mais de la projection de Gilliam. Alors effectivement, je pense que le film est peut-être pas totalement ce qu'était le Don Quichotte de il y a 15 ans, mais que derrière c'est un peu la synthèse de ces années d'emmerde où il se projette dans ce Don Quichotte qui est un personnage du passé. Ah bah c'est lui Don Quichotte, qui vit uniquement pour l'aventure, qui n'a aucune arrière-pensée, qui n'a d'ailleurs aucune réflexion sur lui-même, qui est uniquement tendu vers un but de sauver la chevalerie, vers des idéaux, vers un idéal, dont tout le monde se moque, dont tout le monde crache plus ou moins à la gueule, qui d'ailleurs n'a pas raison à la fin, et qui se retrouve utilisé, malmené, moqué par ceux qui veulent de l'argent, par ce mania russe qui n'est intéressé que par de la vodka et qui met en scène des espèces de comédie un peu italienne d'ailleurs pour uniquement se divertir, et on utilise les penseurs, les rêveurs pour un peu se moquer d'eux. Donc c'est tout cette analogie que j'ai trouvé hyper intéressante, et le raccrocher à Gilliam à 77 ans, qui a des emmerdes avec Bronco, qui est à mon avis d'ailleurs caricaturé dans le film par un des producteurs qui semble-t-il assez injurieux, qui en plus fait un AVC. C'est vraiment effectivement, je pense que c'est son film testament, et moi j'ai pour le coup plutôt bien accroché au thème. Ça me parle. Je trouvais ça plutôt intéressant de voir finalement en 2018 à 77 ans, probablement, peut-être, on sait pas, son dernier film terminé là-dessus. Ça me parle, y compris dans les personnages féminins, avec c'est ce dernier plan où c'est peut-être aussi un renvoi à son épouse, qui en fait accepte la folie du mec, qui continue à penser qu'il est Don Quichotte, malgré le côté cohérent, parce qu'elle l'aime et qu'elle préfère embrasser sa folie plutôt que de rester rationnelle et de continuer à lui dire non, tu n'es pas Don Quichotte. Donc moi j'ai passé un plutôt bon moment, et j'aime plutôt pas mal. Ok. Bah oui, c'est sûr que tu peux pas t'empêcher de c'est peut-être d'ailleurs plus ça qui est pour le coup un peu gênant, parce que t'as beaucoup de parallèles. On voit qu'ils règlent pas mal de comptes, les figures, effectivement. Tu vois bien que les publicitaires, c'est en fait les producteurs de cinéma, que tout ce monde-là, c'est l'analogie avec Hollywood. Je veux dire, c'est fait au gros trait, donc tu vois bien tout ça, et puis tu sais bien qu'il porte en plus ce discours-là depuis très longtemps, Gilliam, d'être en fight complet avec les studios. Toute sa carrière ça a été comme ça, et donc on sait qu'en fait son discours c'est ça, donc qu'il en profite pour dans ce film-là régler ses comptes une bonne fois pour toutes, c'est pas trop gênant. Au-delà de ça, moi je retiens pas grand chose si tu veux, c'est une libre adaptation, mais par moments je trouve qu'elle est tellement libre qu'en fait tu te demandes en fait à quoi sert Don Quichotte concrètement. Incarner, c'est pas ça idéal. Qui m'a fait mais ouais. C'est pas ça qui te fait aimer le côté c'est pas ça, si tu veux, il y a un moment on s'en éloigne en fait, parce que c'est pas ça qui fait un film en fait. C'est pas ça qui fait le film, donc si tu veux j'ai bien vu tout ce qu'on a essayé de me dire, etc. Après moi je trouve que ça donne des craintes qu'on avait, c'est-à-dire que ça reste quand même un projet que moi j'ai trouvé au départ, l'allure cheap du film m'a vraiment empêché de me mettre dedans, parce que tout avait l'air dans les décors, les costumes, les machins, d'un téléfilm un peu classe de TF1, quoi. Et puis les effets que toi t'as trouvé cool, mais en fait je veux dire, c'est de l'autocitation. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau. Oui, Ce film-là, c'est une compilation de ce que c'est faire
Terry Gilliam et Oui, le fisheye, etc. Mais si tu veux, il n'y a pas plus dans ce film-là que dans les autres films, et je dirais même qu'il y a moins. En fait. Mais si tu veux, tu peux pas apprécier un film à l'aune de ce qu'il a fait avant, parce que toi, moi, j'en ai pas vu beaucoup de... Terry Gilliam, ça fait quand même partie de ces mecs où tu replaces un film dans une œuvre globale, quoi. Oui, non, bien sûr. C'est compliqué de... Mais sur un moment donné, tu prends aussi le film à un instant T, si tu veux. Oui, mais... là, c'est 20 ans l'instant T. Hein, donc, oui, non, mais Julien, mais à ce moment-là, on prend Lanny Carpenter, tu peux dire, ouais, c'est sympa, mais la musique, c'est toujours la même. C'est toujours du synthé, c'est toujours du machin. Enfin, c'est nécessairement des Ghost of Mars, c'est pas ça. Qui ont des thèmes qui sont... C'est de la merde. Non, je ne saurais mieux dire. Il y a de la guitare, il y a des c'est thèmes vrai. qui reviennent, effectivement. Non, mais et derrière, c'est pas, il a pas prétention à. Sauf que tu vois, toi, ça t'apparaît comme des effets recherchés, etc. Mais j'ai envie de te tapoter en te disant, mais il y a 20 ans, enfin, regarde un film. Moi, en fait, j'ai fait le parallèle avec un film que j'adore de Gilliam et que je trouve si t'aimes un film qui mixe ce rapport, qui a toujours été dans l'œuvre de Gilliam partout, le mix entre la réalité et le délire. Hein. La fin de Brésil, pour là-dessus, d'ailleurs, est absolument incroyable. Mais un qui se rapproche un peu plus de ça, parce qu'on fait référence là aussi aux Chevaliers, notamment à la quête du Graal, qui est une autre mission, mais c'est pas Sacré Graal, hein. C'est Fisher King. Avec Jeff Bridges et Robin Williams, où tu as ce même personnage de fou, en fait, qui est Robin Williams, qui cherche le Graal, avec un mec qui prend sa quête un peu malgré lui, qui est Jeff Bridges, et donc les deux vont en fait lâcher prise, et il y en a un qui accepte de rentrer contre un. C'est exactement la même chose. Et sauf que si tu veux, les moments où la réalité s'entremêle et où tu vis les délires de l'autre sont 10 fois plus puissants, 10 fois plus 10 fois plus évocateurs. Il y a plus de mise en scène, c'est plus rythmé, et là en fait j'ai eu l'impression, à travers donc du coup une autre référenciste littéraire, on va dire, c'est-à-dire que Cervantes, d'avoir ce même film saupoudré de règlements de compte, ce qui fait qu'en fait j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Il y a un vrai, je trouve, problème, ne serait-ce que là je regardais le Chevalier Rouge que tu as dans Fisher King, il a quasiment le même design que le Chevalier qu'on voit, tu sais, avec les deux grandes cornes. Putain, c'est exactement le même, quasiment. Ce qui fait dire que si tu veux, c'est qui ressemble à un Chevalier Nid. Oui, ouais. Mais ce qui est compliqué du coup, parce que ça répond pour moi à la question du je sais, mais après je reconnais que moi par contre toute la dernière partie dans le château, je la trouve magnifique, parce que visuellement c'est là où tu sens que peut-être parce que du coup il y a un décor qui est fixe, qui a déjà de la gueule à l'origine, et qui ensuite et que là tu sens qu'en fait ça prend ça, c'est très baroque, c'est très commedia dell'arte, c'est dans les costumes, dans les tout ça, et là ça prend avec ce côté un peu taré des fêtes reconstituées de gros beaufs là qui se croient au Moyen-Âge, donc voilà, là ça prend, mais c'est un peu tard, et puis je trouve que tu vois l'interprétation de Price, elle est pas elle est amusante, mais sans plus. Il se fait effectivement bouffer par Driver, qui par contre là le coup, lui, je trouve, éclate totalement, et vraiment qu'on suit avec qui est tout autour roublard, pleutre, mais en même temps malin, enfin c'est assez drôle, et donc pour moi voilà, je doute vraiment que ce soit vraiment le film qu'il voulait faire il y a 20 ou 25 ans, quand je vois si tu veux, le peu d'emphase. Et je pense que la réalité, c'est que c'est aussi Guillaume, un mec qui est un peu fatigué, et que je me demande aussi si en fait ce film là il l'a pas fait pour l'expulser une bonne fois pour toutes, en disant c'est fait, comme ça on va arrêter de me casser les couilles avec ça, je vais enfin pouvoir amener ma nana effectivement en vacances. Et peut-être ça fait 20 ans qu'elle m'emmerde. Et comme ça au moins je m'enlève ça de la conscience, mais fondamentalement
je sais que j'ai plus l'envie, je sais que j'ai plus, c'est pas mon projet. Je veux dire, ça peut pas être ça. Ça manque de puissance, ça manque de folie, ça manque de plein de choses. Alors par moments, tu retrouves des petites brides de ce que peut faire Gilliam, mais le film est trop plat, je trouve, pour être vraiment cette espèce d'œuvre incandescente qui nous a vendu pendant 25 ans. Ouais, mais du coup, elle est aussi plus accessible. Oh non, arrête. Non, Elle est surtout vide. Parce que pour moi, le principal défaut de Guillaume, c'était de toujours vouloir en faire des tonnes et encore des tonnes, peu importe que ça reste pas lisible, mais intelligible. Et de perdre les gens. Là, effectivement, que là, tu sais pas si ça vient d'une volonté de simplifier les choses ou tout simplement d'un mec qui est vidé, quoi. Mais en fait, je vois pas où tu vois cette volonté de simplifier les choses. Non, pas de simplifier les choses, mais de les rendre un peu plus intelligibles, compréhensibles. Moi, le film, il m'a perdu, mais très rapidement. Très rapidement. C'est-à-dire que, alors, comme je disais en début d'émission, hein, moi je savais pas exactement ce que j'allais y voir. Donc, ce que je venais surtout voir, moi, c'était voilà, le point final à 20 ans de galère, de trucs maudits. Voilà, du combat d'un artiste qui réussit à imposer sa vision par rapport à aux trous du bâton qu'on lui a mis dans les roues. Là, et donc en fait, le film se déroule, j'y vais avec beaucoup de conviction, hein, et puis en fait, au bout d'un moment, je me perds parce que ces délires, ils me touchent pas à aucun moment, donc ils me laissent sur le bord de la route. Et tu sais, tout à l'heure, là, tu parlais là, de scènes où quelquefois, tu dis c'est cette scène-là, je verrai plus tard, quoi. Et ben moi, c'était ça, mais assez rapidement. Par exemple, la scène, toute cette dernière partie dans le château. Mais alors là, moi, je suis sur mon strapontin et puis je regarde. Mais tu vois, je suis plus impliqué, mais pas du tout impliqué. Là, je suis spectateur de l'objet et tu vois, c'est les moments où du coup, je suis tellement loin que je me mets à penser à autre chose et tout ça. Et non, là, à aucun moment je suis rentré dedans, quoi. Je me suis vraiment fait chier même au bout de les 2h12, je les ai sentis mais sévèrement. Et là où je rejoins Aurel quand tu dis j'y crois pas, c'est pas le film qui devait se faire. Je pense qu'en effet, c'était pas le film initial. C'est-à-dire, t'as trop de citations et de références à ce qui s'est passé depuis 20 ans. Toi, des trucs où il te parle. C'est nécessairement à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment, il parle de Trump, effectivement. Non, je te parle pas de ça, mais je te parle par exemple, t'as des scènes de la pluie, il dit ça devait être le mois le plus sec de l'année. Oui, c'est-à-dire que la trame générale, a priori, l'idée de faire cohabiter un réalisateur, etc., ça n'a pas changé. Effectivement, à la marge, il y a probablement le rôle des producteurs qui a été exacerbé mais du coup le film est différent. Je veux dire, la tonalité est différente. Il a pas les acteurs aussi. Le mec, il n'a pas la même amertume il y a 20 ans qu'il l'a aujourd'hui. Ça ne se ressent pas de la même manière. À un moment donné, tu vois, il y a une scène que je trouve, alors sans spoiler, mais il y a une scène que je trouve vraiment chouette. Parce que c'est pas un film que j'ai détesté pour autant. Tu vois, j'y vois vraiment des choses à prendre, mais peut-être est-ce que je suis déçu en fait, simplement, et puis que j'ai pas compris. Mais la scène où on humilie. Comment il s'appelle, Don Quichotte, et je trouve elle est horrible. Est-ce que cette scène qui est vraiment pivot en plus, je trouve, dans ce qui amène par la suite Driver à prendre les rênes, ouais, tout à fait. Je me demande si cette scène elle existait au départ, parce que si tu veux, elle est tellement en phase avec le mec qui a galéré pendant 20 piges avec des connards et qui n'ont pas laissé faire le truc qu'ils voulaient, avec des acteurs qui sont décédés, avec ci, avec ça, que tu te dis, et comme Don Quichotte, en fait, assez facilement, t'as pas besoin d'être un très grand cinéphile pour décrypter toi, ce qu'il y a comme message caché ou derrière une scène, ou Don Quichotte, c'est lui. C'est le rêveur, c'est le mec qui a des idéaux et qui se bat autant qu'il peut pour les faire vivre. Il est humilié, comme il a été humilié, j'imagine, en effet, par le fait qu'on lui dise mais Pépère, t'arrêtes là, ton dépassement de budget, il est plus possible. Oui, bien sûr. Donc tu vois, je pense que c'est un film qui existe aujourd'hui parce qu'il s'est passé 20 ans.
et que ces 20 ans, ils ont forcément mûri, ils lui ont permis de faire certaines scènes. Maintenant, est-ce que ça, là encore, je rejoins mon super pote. Normal. Ouais, est-ce qu'à un moment donné, il n'avait pas besoin? Tu vois, le truc cathartique, quoi. Sinon, il l'aurait pas fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, c'est mais, lui mais du coup, tu te demandes en fait si le meilleur film c'est pas le documentaire. Ah, mais tu vois, mais c'est ça. Et si finalement tout ce qu'il avait fait en projet de préparation n'aurait pas mérité, tu sais, un espèce de magnifique relive, un peu comme dans le bouquin de production de Dune, de Jodorowsky. Si en fait, tu vois, et les deux se seraient complétés et en disant mais moi, mon film, ok, je vous le livre comme ça, j'ai pas besoin de le faire, je l'ai déjà fait dans ma tête, il est fait, tant pis, voilà, mais je vous le donne comme ça. Plutôt que et en même temps, je pense aussi qu'on est venu pas mal le solliciter en disant mais t'inquiète, on va le faire. Et finalement, je pense que peut-être au bout d'un moment, il a... Est-ce que c'était nécessaire? J'en sais rien, parce que ça peut pas être le film qu'il avait prévu. Moi aussi, je suis déçu. C'est pas que j'ai détesté. Je suis déçu et que ça sentait aussi dans la bande-annonce le côté vraiment cheap, le côté putain. Et là où et vraiment, moi, j'ai senti plus la fatigue et plus la volonté d'en terminer que et cette scène-là qui est peut-être effectivement la scène la plus magnifique du film, très clairement, parce qu'en plus il y a tout Gilliam dedans, le bricolage, mais les angles, Chosen, quoi. Voilà, mais moi je garde plein de scènes en fait. Je garde la redécouverte de Don Quichotte dans la caravane. Je garde effectivement le combat. Alors après, effectivement, moi j'ai peut-être beaucoup moins d'affect que vous avec Terry Gilliam. J'ai pas vu autant de films que vous. Brésil, j'en ai très peu de souvenirs. Brésil, c'est une claque monumentale. Mais derrière, effectivement. En fait, moi, les thématiques m'ont parlé. Alors, peut-être que c'est celle qui balade depuis 30 ou 40 ans et qui fait du cinéma. Qu'effectivement, le parallèle entre l'époque actuelle et l'époque ancienne de Don Quichotte apparaît déjà dans la fin de Sacré Graal, où on découvre qu'en fait, c'est des illuminés qui font ça dans la campagne anglaise dans les années 80 ou 70. Et qu'effectivement il est peut-être tellement désabusé par une carrière pour laquelle on l'a jamais laissé tranquille, qu'il insuffle dans son film un côté extrêmement sombre, dans lequel d'ailleurs il y a pas de happy end, il y a pas de relâche en fait contre ces gens-là qu'il idéalise. Il ne cesse de rappeler: je suis Don Quichotte de la Mancha, je suis là pour restaurer. En fait, il se bat contre des idiots qui sont déjà morts en fait. Mais moi, ça m'a énormément parlé et je suis vraiment accroché en gardant des scènes mythiques. Et je trouve que hypothétiquement, c'est pas ce que je lui souhaite. Imaginons que c'est son dernier film. C'est probablement celui que je conseillerais en premier pour découvrir Gilliam, en disant c'est peut-être le moins foutraque, le plus désabusé, mais derrière, si les thèmes abordés, la manière de faire vous convient, vous pourrez aller rebrousser chemin et aller chercher. C'est compliqué ce que tu dis, parce que moi, ce qui m'a perdu, c'est vraiment toi ce qui t'a plu. Et pourtant, moi, c'est quelque chose dans lequel j'accepte de rentrer généralement. C'est ce côté réalisme qui se mêle à l'onirisme, et tu as du mal à distinguer ce qui est le rêve de la réalité. Moi, je trouve que ça fonctionne. C'est-à-dire que, effectivement, Don Quichotte, t'as pas besoin d'avoir lu le bouquin pour pouvoir comprendre le film. Il brode autour de ce mythe-là, autour de ce thème-là, ce conte-là, là-dessus. Mais encore une fois, en restant, je trouve, peut-être un peu plus subtil que par le passé, en tout cas moi les souvenirs que j'avais, où effectivement il en faisait des tonnes, et effectivement je garde pas mal de scènes. C'était la scène où il chute après avoir trouvé les pièces d'or, qui sont pas vraiment des pièces d'or, enfin voilà, c'est toutes ces scènes là qui il y a une scène de danse à la fin qui est sur du flamenco là, qui est je trouve absolument hallucinante, parce que tu sais, il y a à la fois la musique, donc la nana danse sur le rythme de la musique, et elle fout des claques à Dan Driver sur le rythme. Je trouve qu'elle est d'une beauté, cette scène, mais
j'y trouve vraiment des moments chouettes, mais de manière générale, ce film, il m'a éjecté. Et là où je rejoins aussi Aurel, c'est vraiment ce que j'ai ressenti moi. Donc parce que et c'est le fil rouge du film, ce qui fait qu'à un moment donné, le personnage d'Adam Driver se remet à ne plus être le connard arrogant qu'il est en tant que réalisateur de pub, c'est repartir sur les traces de son premier film, donc le Don Quichotte qu'il avait réalisé, et on a à certains moments des extraits du film qui sont projetés. On a même le format ciné qui change, qui se rétrécit, c'est assez drôle. Donc et moi c'est peut-être presque le film que j'aurais envie de voir, quoi. Tu vois, et me dire que ça se trouve Guilhem sur ce qu'il est en train de nous dire. Ça c'était le film d'il y a 20 ans. Celui après lequel je courais, ce que j'ai commencé à faire, c'était ça qui m'intéressait. Alors, je sais pas, peut-être la connerie de dire ça, mais en fait c'est plus ça qui m'intéressait en fait que il y a peut-être plus de chair dans ces séquences là, effectivement, quand on sait ce qui s'est passé par la suite, quoi. Ouais. Moi je vous quitte. Faut que j'y aille. Eh ben, je vais continuer à déblatérer. Marocco, je l'ai fait maintenant. Donc vous avez compris, en fait, je vous recommande, mais vraiment, Fisher King. Kingsman. Il faut absolument voir celui-là, qui n'a rien à voir avec les bonbons. Rien à voir. Rien à voir. Fisherman King. Voilà, ni avec Kingsman, rien à voir. Donc Fisher King, 1991, Jeff Bridges et l'immense Robin Williams. Regardez-le. Le centenaire. Jumanji. Non, bah non. En fait, on aurait mieux fait de couper là. On t'oubliera jamais, Robin. Ça, ouais. Puisque pour ceux qui ne le savent pas encore. Oui. Stéphane, Ah bah non seulement, en plus de pas aimer Besson, j'aime pas Robin Williams. Mais bon, après. Donc voilà, moi je sors de cette projection vraiment partagée. Voilà, on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit, mais j'y vois des beaux moments de cinéma, je suis d'accord avec toi, même si à certains moments, moi j'étais très gêné parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ces déformations. Mais oui, mais c'est gênant en fait. Et je vois pas l'intérêt cinématographique du en fait, du truc. de pouvoir en fait faire rentrer des pans du plan. Alors là, moi je pense à une scène en particulier où ils sont tous les deux, enfin il est dans une bagnole de police. Donc Adam Driver est dans une bagnole de police, il est derrière, et il y a un autre mec qui est interpellé et il est à la place avant, et donc ça colle pas, tu vois la profondeur de champ elle est hyper bizarre, et je voyais pas l'intérêt là. Donc, moi c'est plus sur les décors naturels, notamment sur la fin avec le château de la fin qu'il essaye de. Effectivement, c'est plus très conventionnel, comme d'ailleurs pas mal d'effets du film, et je peux comprendre en fait le fait qu'à un moment donné il vous ait perdu parce qu'à un moment donné il est un peu sur le fil. Je pense que toutes les péripéties dans le premier village où il a tourné son film, parce qu'en fait après une séquence où il redécouvre son propre film, il a la possibilité de pouvoir s'extirper de son tournage pour aller à quelques kilomètres dans la montagne retrouver le village où il a tourné les premières scènes avec certains figurants qui apparaissaient. Et là, effectivement, on ressent un peu le côté cheap parce qu'il monte sur une moto. On sait a priori que c'est pas Adam Driver qui conduit la moto, donc on a des séquences où on le voit faire de la moto qui sont assez risibles et assez longues. Et effectivement, là, je me suis dit, oh putain, on va se taper la vieille Espagne. C'est hyper caricatural quand même. Si c'est ça l'Espagne, c'est compliqué. C'est ce qu'il nous dit d'ailleurs. Les chemins de pierre, le chat moitié miteux qui va traverser la route. Les petites vieilles édentées, et je me suis dit waouh, là ça va commencer à devenir très compliqué, mais finalement assez rapidement il réenclenche, et on a l'arrivée d'une scène que je trouve extrêmement forte dans cette caravane où il redécouvre l'acteur qui jouait anciennement Don Quichotte et qui effectivement n'est jamais sorti de son personnage, et que cette scène-là elle est magnifique, toi, sur le drap, il y a une question de représentation. Enfin moi alors peut-être que ça vient aussi du fait que j'ai encore une fois moins de connaissances que vous. Non, parce que moi j'ai pas une connaissance malgré tout très du cinéma de Guilhem, mais c'est peut-être un des seuls dans lequel je suis sorti en me disant ouais, j'ai à peu près compris ce qu'il voulait me dire. Toi, autant par Nassus on en parlait,
Parnassus avait des côtés mais totalement barjots et difficiles à suivre, mais il m'avait maintenu dans son délire. Moi, mais pas du tout. Mais moi, il m'avait maintenu parce que la globalité faisait que j'acceptais si tu veux l'histoire de l'Imaginarium de Parnassus. Moi, je sais toujours pas. Hein, je l'ai vu une fois. Ah mais je dis, comme je l'ai dit en début d'émission, moi, il y a plein de choses que j'ai pas comprises, mais il y a plein de choses sur lesquelles il arrive malgré tout à me garder. Puis j'accepte d'être dans l'incompréhension certaines fois. Je veux dire, je comprends pas. Après, tout, je comprends Aurel que c'est pas très grave. On puisse être déçu parce qu'on retrouve pas un Gilliam éclatant. Mais en même temps, je suis pas certain que c'était véritablement l'objet de son film. Alors peut-être que le Don Quichotte de il y a 15 ans aurait été plus léger, moins sclérosé par le ressenti et l'amertume de Gilliam, ça c'est évident. Mais je trouve que cette amertume-là, à l'heure des Avengers, des réalisateurs jetables, les Yes Man de l'industrie qui même en milieu voire en fin de film on peut jeter, alors même qu'on est allé les chercher, je pense aux mecs qu'on fait Solo, on va les chercher parce qu'on dit ouais on adore votre humour, on adore votre improvisation, votre folie, tout ce que vous voulez, et puis ça va être le marketing qu'on va mettre du film, et puis finalement bah non, en fait on vous trouve trop ceci, trop cela, donc on vous dégage et on va chercher Ron Howard. Enfin, d'avoir cette espèce de bulle de règlement de compte à destination de l'industrie qui malaxe les faiseurs, les rêveurs pour s'en moquer, et sans délégère qui est de solutions à porter à ça avec un regard assez cynique. Mais je trouve que c'est en 2018 plutôt intéressant. Ok, mais dans ces cas-là, Lost in La Mancha suffit. Lost in La Mancha suffit. Lost in La Mancha, c'est rien d'autre que le documentaire qui est réalisé suite à l'abandon du projet initial, où on va avoir de la part de Gilliam la mise à plat de toute la façon dont s'est déroulé le tournage, avec les problèmes financiers, avec les problèmes de production, avec les mais tu vois, là c'est un documentaire, c'est pas son œuvre à lui. Mais je veux dire, à un moment donné, si tu veux toi te dire voilà comment est-ce que l'artiste est reconnu et à quoi il doit avec quoi il doit se battre pour pouvoir imposer sa vision, et à quel point c'est difficile. Mais Lost in La Mancha, c'est hyper démonstratif. Oui, mais c'est démonstratif sur un volet documentaire. Lui, il veut l'enrober en discutant de une histoire. Mais après, je suis pas certain de l'intérêt. Après, je dis. Je n'ai pas vu Lost in La Mancha. Non, mais après, en effet, c'est un documentaire, donc ça restera un documentaire. Je veux dire, mais toi, c'est très clinique, c'est très. Exactement. Ça reste. J'entends bien. Probablement tout aussi cynique. Je veux dire, après, donc, tu as une sorte de bis repetita sur le message qui est extrêmement clair dans Lost in La Mancha, qui est extrêmement clair là aussi. On a bien compris, Monsieur Gilliam, que voilà, c'était dur pour vous d'avoir abandonné ce projet et vous y avez travaillé. Je comprends bien. Bon. Après, c'est bien de passer à autre chose aussi. Voilà, vous avez déjà pas mal fait avec ce documentaire. Vous en avez parlé, on sait. Est-ce que c'était nécessaire de repartir et d'aller jusqu'au bout de la vision, si ce n'est d'un point de vue tout à fait exitoire, cathartique pour lui, mais est-ce que le public y a vraiment intérêt? En tout cas, ouais. Moi, je sais pas. Ouais. Mais après, je peux y trouver aussi un certain plaisir à un certain moment, mais pas assez pour vraiment le ton vraiment en 2018 avec. Pour ceux qui suivent un petit peu le cinéma actuel, où on n'a jamais eu aussi peu d'auteurs de cinéma. Enfin voilà, là tu prends le box-office, c'est des Rampage, c'est des Jumanji, c'est des. On n'a jamais eu une pauvreté de style que maintenant. Enfin Rampage. Mais encore une fois, pour avoir écouté le podcast de ZQED, visiblement c'est un remake de Sant'Andrea dont le seul but c'est de mettre The Rock à proximité de monde. Enfin, et pourtant ça a cartonné, c'est-à-dire que. D'avoir la regard de ce gars-là. Tu parles de deux cinémas qui n'ont rien à voir. Oui, mais qu'on n'a rien à voir, mais qui aujourd'hui, il y en a un qui a gagné et pas l'autre. C'est ça aussi. Les deux peuvent exister. Oui, parce que je suis client des deux aussi sans aucune difficulté. Mais encore une fois, Lost in La Mancha, c'est un documentaire qui date. Je trouve que aujourd'hui, d'avoir le film de Gilliam en 2018 avec ces acteurs-là, avec ce ton-là, je trouve ça très évocateur
peut-être la décennie qui est en train de se terminer et qui annonce la prochaine sur la manière dont on fait les films et la manière dont on traite les auteurs. Et je trouve ça effectivement, peut-être que c'est redondant, peut-être que ça n'a pas finalement beaucoup d'intérêt, mais en tout cas moi ça me parle. Quand tu vois que des gars comme De Palma c'est compliqué, que Spielberg arrive encore à sortir Pentagon Papers qu'on attend depuis 10 ans, mais parce que Spielberg il est James Cameron qu'on attend, qu'on a peut-être encore Christopher Nolan, on a encore toi même ça, même Del Toro si tu veux, c'est-à-dire que mettre en parallèle la forme de l'eau et L'homme qui tua Don Quichotte est assez révélateur si tu veux du fait que on a des vrais auteurs qui ont des choses intéressantes à dire et qu'on préfère filer du pognon pour aller tourner Nicky Larson quoi. Enfin c'est des trucs bon en tout cas. Donc je trouve que c'était un moment de cinéma qui était très particulier, ça même la séquence d'ouverture, enfin c'est-à-dire que ça fait 25 ans et puis effectivement d'avoir cet écran noir à la mémoire de Jean Rochefort et de John Hurt, c'est assez émouvant quand même. C'est assez émouvant, mais ça veut dire qu'aussi le film il est pas passé à autre chose quoi. Et régulièrement. Mais oui, mais parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'en effet, le film, il est aussi ce qu'il est aujourd'hui à cause de cette histoire, de par cette amertume cette rancœur qu'il a emmagasinée, par des espoirs déçus. Et donc, le film, il est ce qu'il est aussi. Mais c'est pour ça que c'est compliqué d'imaginer, de dire que ce film, il est peu ou prou le même que celui que j'avais imaginé il y a 20 ans. Ah putain. Non. Le ton reste. Peut-être que les plans étaient à peu près carrés. En tout cas, les grandes scènes étaient là, mais le ton était forcément différent. À mon sens. En tout cas, moi, en reco, du coup, ce serait plutôt Lost in La Mancha, tant qu'à aller dans cette... ça fait tellement mal au bide. Tu vois, ça fait tellement mal au bide quand t'aimes le cinéma ou quand t'aimes... toi, on est tous les deux passionnés de jeux vidéo. Et quand on nous parle de certains auteurs de jeux vidéo qui se font défoncer par l'industrie, on se dit, putain, fait chier. Tu vois, je pense à Kojima avec Del Toro sur Pity et tout ça. On se disait, mais voilà, là, il pouvait y avoir quelque chose d'intéressant. Et quand on voit un petit auteur, un artiste se faire défoncer par l'industrie, forcément, je trouve que ça vrille le bide. Et Lost in La Mancha, il le démontre comme jamais. Alors, il n'y a clairement pas que l'aspect financier qui est à l'origine et rapport de force. Il y a aussi, à un moment donné, les aléas climatiques qui font que le set, il est défoncé en une semaine, quoi. Il y a des orages. Il n'avait jamais plu dans cet endroit-là autant qu'il n'avait plu au moment du tournage. Donc, toi, le mec, à un moment donné, c'est aussi... putain, qu'est-ce que je peux faire quoi, même les éléments s'y mettent. Et même ça, effectivement, toutes les scènes où Adam Driver se remet en question de savoir mais pourquoi t'as été tourné en Espagne alors qu'on aurait pu le faire ailleurs, et vous finit par admettre qu'en fait qu'il s'est planté, il aurait pu le faire, il n'était pas obligé de se déplacer. Effectivement, c'est je pense un mea culpa de Gilliam qui est de dire effectivement je me suis entêté à le tourner là-bas alors qu'en fait j'aurais pu le faire autrement parce que les odeurs espagnoles c'est pas forcément... parce que malgré tout ce qu'il fait triper Adam Driver là c'est de retourner sur son film initial, le film initial qui était tourné avec une pauvre caméra et avec les locaux et voilà. Enfin bon, Lost in La Mancha c'est vraiment vraiment hyper intéressant. Alors moi j'ai pas de recours en tant que tel si ce n'est d'inviter nos auditeurs à aller voir ces films pas autorisants au sens négatif du terme, mais de sortir un petit peu ce qu'on essaye de faire à Cinécast de... Ouais, tout en allant voir du Marvel les gars. Ouais, non mais l'un n'empêche pas l'autre, mais de garder en tête que... qu'on n'est pas... moi j'ai une dent contre les comédies françaises parce que je trouve ça jamais drôle et je trouve que ça alimente... Parce que t'as pas d'humour, c'est le problème aussi. C'est ça aussi probablement, mais ça, en fait on a très peu de films d'auteurs français. Toi avec un certain rayonnement, c'est-à-dire que pour X comédies... Oui, mais en fait il y a très peu de budget, c'est-à-dire que moi je suis pas obligé de sortir... Pour certaines personnes c'est ça le cinéma en fait, et à partir du moment où tu vas voir un blockbuster c'est pas du cinéma. T'as encore des gens qui considèrent que tu regardes un planning de sortie des rom-coms à la française, sur les 2 dernières années, mais c'est l'orgie. Et derrière c'est autant d'argent qu'on file pas à une
à des vrais auteurs qui ont des choses intéressantes à dire. Enfin, je regarde assez régulièrement, ne serait-ce que Quotidien, c'est toujours les mêmes invités qui viennent défendre leur film 2 années de rang et qui ont toujours aussi peu de choses à en dire. Et que je peux comprendre qu'à un moment donné, cette amertume de Gilliam de voir que à côté on produit des choses qui n'ont pas grand-chose à dire. Ça peut être effectivement assez rageant, assez frustrant. Donc essayez dans vos choix que ce soit de bouquins, que ce soit de effectivement de jeux vidéo ou de ciné, d'aller regarder l'ancienne filmographie de Guillaume, d'aller chercher Baron Munchausen ou comme le film recommandé par Aurel que moi je connaissais pas du tout, ou par exemple Le Limier, d'essayer de se constituer une autre chose, parce qu'effectivement il n'y a pas que Marvel, il n'y a pas que les comédies françaises à voir, ou Star Wars ou je ne sais quoi encore. Donc donner la chance à cette forme de cinéma là c'est ce qu'on essaie de faire aussi, comme tu disais. Quand on va voir Swiss Army Man, quand on va voir Okia, on est aussi sur cette volonté là à un moment donné d'aller sur autre chose, parce que nous c'est un cinéma qui nous intéresse, parce qu'on sait qu'on y trouvera aussi notre compte, et même si on va pas cracher dans la soupe, on est plutôt clients des blockbusters bien célébrés. Ouais, parce que ou pas d'ailleurs, parce que t'as les blockbusters, La Plaine des Singes était un blockbuster, ou Logan était des films qui nous ont beaucoup plu l'année dernière. Mais à côté de ça, on est plutôt le Rampage. Je suis désolé, mais ça me fait trop chier de pas l'avoir vu. Mais oui, mais c'est pareil. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, de savoir qu'aujourd'hui c'est l'éclairage est mis quasi exclusivement que là-dessus, c'est toujours. Alors après, je vais pas non plus défendre le cinéma polonais qu'on voit à Cannes. C'est un peu le cliché qu'on peut avoir là-dessus, même si je suis persuadé qu'il y a des films très intéressants à ce niveau-là, mais sortir un peu des sentiers battus, et je trouve que là le Gilliam c'est une bonne porte d'entrée pour se questionner un petit peu sur... Moi je me suis interrogé, quand cette fameuse scène de Price est arrivée, je me suis mis à la place d'Adam Driver, et quelque part je me suis dit mais en fait dans les choix qu'on fait de consommation, on est Adam Driver et on aimerait pouvoir intervenir, mais souvent non, c'est plus facile d'aller voir un tel ou un tel, et je trouve que ça interroge aussi sur son rapport à la consommation de produits culturels, où Gilliam dit c'est aller défendre aussi ceux qui défendent les idéaux et qui ont des choses à vous dire. Donc essayons peut-être de... On est bien d'accord. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler de cinéma autre, peut-être qu'on va aller sur le solo. Sachant qu'effectivement paye ton billet à Walt Disney, on a ça ou mais il y a Le Monde Perdu. Le Monde Perdu. On sait bien que là on rentre dans la période aussi blockbuster. Mais bien sûr. Mais par exemple Le Monde Perdu, c'est Bayona, c'est quand même un cinéaste assez particulier, et là ça reste Le Monde Perdu quand même. Les projections presse vont être sur le point de se faire. C'est quand la sortie? Nous on est lundi soir. Donc c'est mercredi qui arrive là? Il sort mercredi, et je crois que les projections test ont lieu demain matin, donc mardi 5. Donc à l'heure du podcast, on saura un peu plus, mais effectivement, Cinécast, le prochain ce sera l'un des deux. Solo, a priori, ça va être compliqué d'emmener Aurel, puisqu'il est toujours en deuil d'Han Solo dans Star Wars 7, donc on verra. Ça va être un peu compliqué. En tout cas, on va se retrouver assez rapidement pour parler de tous les cinémas. À bientôt. À bientôt. Salut. Listen to me.